Hypnose et santé, le podcast d'Émergence. Aujourd'hui, le docteur Claude Virault vous invite à découvrir comment pratiquer l'hypnose, notamment avec une technique que l'on peut qualifier d'universelle, le lieu agréable. Voilà, alors on a parlé de la manière dont on peut comprendre l'hypnose. Vous nous avez expliqué que l'hypnose c'est en fait activer ou réactiver les fonctions dynamiques de la conscience. Alors comment est-ce qu'on procède ? Ouais. D'abord, dans notre vie, à chacun d'entre nous, nous pouvons être troublés, perturbés par des événements, un événement professionnel, un événement familial, une tension qui vient dans une relation, une déception, une inquiétude par rapport à quelqu'un qui est malade. Enfin, beaucoup de choses peuvent nous arriver au quotidien qui vont faire que, eh bien, des sensations pénibles vont se développer dans notre mental. On va imaginer un futur sombre, on va regretter quelque chose qu'on a vécu dans le passé, on va avoir du mal à respirer, on va avoir un trouble du sommeil. C'est-à-dire que notre monde intérieur, mentalement et physiquement, est perturbé. Et que on peut être, entre guillemets, envahi par cette difficulté. C'est-à-dire qu'elle est là tout le temps. On voudrait bien penser à autre chose, mais on n'y arrive pas. C'est là tout le temps. Et en fait, ces signaux, l'anxiété, le trouble du sommeil, les douleurs digestives, la peur, ce sont des signaux qui apparaissent comme pour nous signaler qu'il y a une difficulté dans notre vie et qu'on doit s'en occuper. Donc ces signaux sont précieux. Donc notre conscience risque ou peut-être va rester focalisée sur la difficulté. C'est intéressant que la conscience soit focalisée sur une difficulté parce que c'est aussi la manière dont elle va pouvoir mettre en route un processus de changement de guérison. Oui. On a évoqué une notion de traumatisme tout à l'heure. Maintenant, s'il y a eu un choc, c'est important que ces sensations, ces perturbations, que j'en sois conscient, que j'y pense, parce que c'est aussi un processus de traitement, en quelque sorte, qui est mis en route. Bah, s'il fonctionne, il fonctionne. Mais s'il fonctionne pas, je vais rester pris par cette difficulté. Emprisonné. Ouais. Alors, dans notre quotidien, quand on est pris comme ça par quelque chose qui nous trouble, voilà, je pense tout le temps à ce problème d'argent, ou je pense tout le temps à cette maladie qui a chez quelqu'un de ma famille, ou je pense tout le temps à la tension au boulot, je pense tout le temps. Chacun de nous sait bien que ce serait bien de pouvoir penser à autre chose. D'ailleurs, notre environnement dit, mais pense à autre chose. Il y a des choses qui sont bien dans la vie, des choses qui t'intéressent, tu as vécu des choses importantes, tu vas aller faire des choses intéressantes, tu as des collègues avec qui c'est bien. De temps en temps, tu pourrais penser, oui, mais j'arrive pas à penser à autre chose. C'est-à-dire, j'arrive pas à me projeter dans une autre situation. Alors, cette difficulté, ou plutôt cette capacité à se projeter dans notre lieu, on va l'activer en hypnose. Je vais raconter une histoire. C'est une histoire qui a quelques années et qui m'a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, ce sera le cas de beaucoup des histoires que je raconterai, puisque ce sont mes patients qui m'apprennent beaucoup mon travail. Et comment on peut utiliser l'hypnose. C'est un monsieur qui a une quarantaine d'années, qui est ingénieur, et qui a des migraines depuis 15 ans. Des migraines très violentes. Et très fréquentes. Tellement violentes et tellement fréquentes que pendant en moyenne 2 à 4 jours par semaine, il ne peut pas sortir de chez lui. Voilà donc un monsieur avec des migraines très très importantes. Il a pris bien sûr beaucoup de traitements, il a eu beaucoup de prise en charge, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Il a de la chance de travailler dans une entreprise avec qui ça se passe très très bien, c'est-à-dire que l'entreprise est très au courant de ses difficultés et lui dit, à
partir du moment où tu arrives à faire les choses qu'on attend de toi, même si c'est dans des horaires différents, si c'est le week-end, on te garde. Donc c'est une vraie chance. Hein. Il aurait pu aussi perdre son travail, ce qui n'a pas été le cas. J'avais fait différentes séances d'hypnose avec lui, qu'on évoquera un peu plus tard, sans beaucoup de succès, 2 ou 3, je pense. Et puis, un jour, il vient, il me dit non, il n'y a pas d'amélioration. Je me souviens, c'était juste avant les fêtes de Noël. Vous allez comprendre pourquoi. Alors que je lui ai dit, en supposant que vous puissiez être dans un endroit qui vous soulage, c'est quoi l'endroit qui pourrait vous soulager? Dans quelle situation vous pourriez être soulagé? Alors, il est rentré à l'intérieur de lui, il a réfléchi, il a pris son temps, j'ai bien vu qu'il imaginait différentes situations. Il dit, il faudrait qu'il y ait de l'eau qui coule. De l'eau qui coule. Il me dit, oui, de l'eau fraîche qui coule sur ma tête. D'accord? Où est-ce que vous pouvez trouver de l'eau fraîche qui coule sur votre tête? Oh, il me dit, il y a longtemps, je suis allé en voyage et au cours d'une promenade, il y avait une cascade. Cascade avec de l'eau très fraîche qui tombait d'assez haut, avec un débit assez fort. Et je me souviens d'être allé dans la cascade. Il y avait un endroit où il y avait de l'eau, un peu une sorte de réservoir ou de mini piscine. Et l'eau était très bonne. C'était un pays où il fait chaud, très bonne. Et je me souviens d'être allé là, dans l'eau, et je me suis mis la tête sous la cascade. Et j'ai gardé ce souvenir de quelque chose d'extrêmement agréable, de frais, et à la fois j'étais dans l'eau chaude. Ça serait bien pour vous, ça, de pouvoir retourner dans cet endroit-là quand il y a une migraine. Il me dit, ouais. Alors je lui dis, ok, on va utiliser cette mémoire pour faire la séance d'hypnose. Donc je lui ai demandé de me décrire un peu plus le bassin, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, le bruit de l'eau, qu'est-ce qu'il ressent dans son corps, le chaud en dessous le cou et la fraîcheur au-dessus. Il se rappelle de l'odeur parce qu'il y avait l'odeur de l'eau, l'odeur des roches, mais aussi des arbres de la nature avec des odeurs assez intenses, agréables. Et dans l'hypnose, il est allé sous cette cascade pendant, toujours pareil, 10, 15, 20 minutes. Il est sorti de cette transe hypnotique en me disant « Oh, c'était vraiment très agréable. Très, très agréable. » Et puis il est rentré chez lui. Et il avait 2 semaines de vacances ensuite. C'est pour ça que je me souviens que c'était juste avant Noël. Donc, il était en vacances et je l'ai revu 3 semaines plus tard. Il me dit, il s'est passé quelque chose de vraiment très, 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 très étonnant. Depuis qu'il a fait la séance d'hypnose, il dort et il dort encore. Il me dit, c'est comme si j'avais des années de sommeil à récupérer. Il me dit, il y a eu des journées, je dormis 16 heures. Et ça a été comme ça pendant une dizaine de jours. Bon. Et puis, il me dit, depuis, j'ai pas eu de migraine. Ah bon? Ça vous étonne? Il me dit, c'est jamais arrivé que je puisse passer 3 semaines sans migraine. J'ai eu une fois comme ça un peu mal à la tête et je dis, ouais, c'est vraiment très bien, très bien. Et il me dit, et c'est drôle parce que c'est maintenant que c'est comme si j'étais sorti de quelque chose, comme si je m'étais éveillé, et je vous en ai pas parlé. Et c'est bizarre, je vous en ai pas parlé d'ailleurs. Il me dit, en fait, je me suis rendu compte que c'est apparu, les premières migraines sont apparues quelques semaines après que je sois arrivé en France. En fait, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à 23 ou 24 ans dans un pays étranger. Je suis revenu en France, j'ai commencé à travailler. C'était pas très facile pour moi, je regrettais beaucoup d'avoir quitté mon pays, mais bon, il n'y avait pas de travail là-bas. Et j'ai trouvé un travail de bonne qualité ici, donc très bien. Je fais une famille, tout c'est très bien. Mais c'est comme si quelque chose à l'intérieur de moi n'avait jamais accepté. C'est maintenant que je dis ça. Et comme si, je sais pas, comme si maintenant, je pouvais voir à quel point ça a été une chance pour moi, à quel point c'était formidable, à quel point j'ai de la chance, et que, comme s'il y avait quelque chose qui était parti, comme si j'étais soulagé. Bon.
Et puis je lui dis, on se reverra dans quelques semaines pour savoir où on sont vos migraines. Il me dit, quand je l'ai revu, il me dit, pour l'instant, ça va. C'est un monsieur que j'ai jamais revu, que j'ai jamais revu. J'ai seulement eu de ses nouvelles, comme souvent. C'est pour ça qu'il y a certaines histoires dont je peux parler. J'ai eu de ses nouvelles par le médecin qui le connaissait bien, qui un jour on s'est rencontrés, on a discuté, il m'a dit, tiens, le monsieur là, qui avait des migraines, c'est vraiment super parce qu'il va beaucoup mieux. Tout ça avec une technique de se mettre dans une situation agréable pendant un certain temps. Parce qu'il connaissait cette situation, il y pensait de temps en temps. Mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisamment intense, suffisamment prolongé, suffisamment conséquent pour que ça mette en route, pour que ça réactive ce processus de conscience qui permet de penser à des choses différentes. C'est comme s'il était pris depuis 15 ans dans un, on a déjà parlé de bulle pour la transe. C'est comme s'il avait vécu une transe pendant 15 ans et qu'il a pu en sortir. Et comme si, à la suite de ce traitement d'hypnose, il avait reconstitué, reconnecté les deux périodes de sa vie. C'est ça, reconnecter. Ouais, absolument. Comme s'il y avait eu une sorte de rupture et qui était restée là depuis longtemps. Et les migraines venaient signaler ça, mais le signal n'a pas permis de faire changer les choses. Elle a raison de durer, et il est rentré dans un cycle infernal de douleur, et puis aussi très vite, bien sûr, d'épuisement, de fatigue, de peur, de doute, et de prendre des traitements qui ont aussi des effets importants. Il était dans un cercle vicieux depuis tout ce temps-là. Et en fait, il a pu sortir de ce cercle vicieux par cette méthode. C'est une méthode c'est la première méthode que nous enseignons. Se projeter dans une expérience agréable. Ça peut être un lieu et ça peut être une activité. Donc c'est la première méthode qu'on apprend parce que c'est une fonction très 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 essentielle de notre conscience de pouvoir, en quelque sorte, par le mental, sortir d'une situation pour aller chercher des ressources ailleurs ou pour retrouver des ressources ailleurs. Et lui, il a retrouvé des ressources de calme, il a retrouvé des ressources de confort dans son corps, ce qui n'existait jamais. Il était jamais bien physiquement. Et là, il est sorti de cette transe et il était bien physiquement, ce qui était nouveau dans cette période de sa vie. Mais il avait connu ça bien avant, à d'autres moments de sa vie, avant ces périodes de migraine. Mais c'est une technique qui va être utilisée avec beaucoup de types de troubles. C'est ce qu'on appelle une méthode non spécifique. On verra plus tard qu'il y a des méthodes qu'on va utiliser de manière très précise parce qu'il y a tel type de trouble, on va utiliser tel type de technique. Celle-ci, on va pouvoir s'en servir avec quelqu'un qui a des douleurs, là, comme vous voyez ce monsieur. On va pouvoir utiliser cette technique-là avec quelqu'un qui a de la dépression. Donc ça fait partie des méthodes non spécifiques. Ouais, non spécifiques parce qu'on peut l'utiliser. Vous voyez, là, tout à l'heure, on avait un patient avec la migraine, mais ça pourrait être quelqu'un qui a des troubles du sommeil, quelqu'un qui a une peur, quelqu'un qui a eu un choc. Donc, on va l'utiliser de manière très large. Et puis, c'est une méthode qui a beaucoup d'avantages aussi parce qu'elle est assez facile à reproduire après en auto-hypnose. Alors, on n'a pas mis d'un lieu agréable. Voilà, aller dans un bassin où il y a une cascade, trouver des odeurs d'oranger. Et beaucoup de gens, ils vont choisir comme ça, dans leurs expériences de vie, des lieux agréables. Quelquefois, c'est juste dans leur jardin qu'on prend le sommeil. Ou bien ils vont retrouver un lieu agréable dans une autre époque de leur vie, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça va être aussi une expérience agréable, par exemple, un dîner entre amis, un anniversaire, un voyage. Je me souviens d'une jeune femme, elle était très fermée, très verrouillée. Elle était tellement verrouillée que parfois je n'entendais même pas ce qu'elle me disait. Tellement sa voix était faible quand elle parlait. Et
vraiment, elle était très sombre, très crispée, très tendue, très. Elle disait que c'était comme ça depuis son enfance, qu'elle avait toujours été comme ça. Et la séance qui en fait a le plus aidé, c'est exactement ce type de séance. Le jour où je lui ai demandé, mais si vous pouviez être ailleurs, vous seriez où? Et immédiatement, c'est venu tout de suite, et là, avec une voix beaucoup plus claire, elle me dit, je suis au Népal, sur un plateau de montagneux. J'ai fait un voyage là-bas il y a longtemps. Et sur ce plateau, il y avait un tout petit village avec des yourtes. Ce sont des gens qui m'ont accueilli de manière remarquable. Et je crois que c'est le plus beau moment que j'ai vécu dans ma vie. Alors on a utilisé son expérience pour retrouver ce lieu un peu magique pour elle et qui aurait été un peu compliqué pour d'autres. Elle était restée plusieurs jours avec eux. Et ça a été le moment le plus fort pour elle. Peut-être l'accueil, la générosité, la simplicité, le paysage, l'espace aussi. L'espace, elle avait besoin d'espace. Cet espace qu'elle n'avait pas à l'intérieur d'elle. Et souvent, quand les gens quand nous sommes crispés, tendus, fermés, on a envie d'aller quelque part, on respire. Je vais aller sur la plage à Saint-Malo, je vais aller respirer. Je vais aller à la pointe du Raz. Je vais aller en haut de la colline. Je vais à la montagne. Je vais aller là où il y a de l'espace, de l'air. J'ai besoin de l'air. Alors d'autres personnes vont choisir plutôt une activité agréable. Alors, un tel va aller faire du bricolage pendant l'expérience hypnotique. Ou de la cuisine. Les gestes, les odeurs, la concentration, la joie, le plaisir de préparer quelque chose, puis de le partager. La cuisine, le jardinage, beaucoup de gens vont aller faire du jardinage en hypnose. Ranger, trier. Alors ça arrive aussi. Ça arrive aussi que des gens disent ouais, j'aimerais bien aller ranger des choses, mais c'est plutôt dans un deuxième temps. C'est plutôt après les séances d'hypnose que les gens vont dire c'est bizarre, depuis qu'on a fait la séance d'hypnose, j'ai eu envie de ranger mon armoire, mon placard, ma cuisine, mon garage. Comme si, quand quelque chose se remet en mouvement à l'intérieur, eh bien, il y a besoin aussi de remettre de l'ordre à l'extérieur. Et inversement, si vous regardez bien, des périodes de votre vie où vous avez eu envie de faire des rangements importants, je dis, hein, pas le rangement quotidien, mais des rangements importants, eh bien, ce sont souvent des périodes qui ont été des périodes de changement. Vous avez passé un cap, vous êtes en train de passer un cap. Donc, vous avez besoin de remettre de l'ordre, souvent de vous débarrasser de plein de choses qui sont des choses qui sont accumulées du passé. Un peu comme pour avoir de la place pour accueillir du nouveau. Et tant et si bien que je vous ai dit quelquefois, j'invite des gens à faire des choses pour accompagner le processus du soin. Et ben, une des prescriptions que je peux faire à des gens, c'est de faire du rangement. Par exemple, je vais leur dire, c'est quoi l'endroit de votre cuisine qui aurait besoin d'être rangé? Oh, toute la cuisine. Oh, toute la cuisine, ça fait beaucoup, ça. Bon, alors, juste tous les placards. Non, c'est plus beaucoup. Ben, les tiroirs. Ouais, mais lequel tiroir est le plus... Oh, ben, c'est les tiroirs avec les couverts. Hein. Je crois que j'ai découvert, il y en a un couteau d'ici, une fourchette de là, ça fait 25 ans que ça s'accumule, il y a des bouchons, il y a des couteaux qui marchent plus, il y a des... Alors, ben, on vient de faire cette séance d'hypnose, maintenant je vais vous inviter, quand vous allez rentrer chez vous, à ranger un tiroir. Juste ce tiroir-là. Est-ce que ça va être possible pour vous? Oh oui, je peux ranger un tiroir, ouais. Oui. Bien sûr, quand la personne aura rangé un tiroir, elle aura envie de ranger le deuxième. Et peut-être le troisième. Donc ça peut mettre en route aussi un processus de changement. Donc des activités. Alors d'autres types d'activités vont être aussi volontiers choisies. Ce sont des activités sportives. Alors, beaucoup de gens qui aiment bien courir, par exemple. Les gens qui aiment bien courir, ce sont des gens qui se mettent en transe quand ils courent. En fait, les gens choisissent
dans ces expériences ou dans ces lieux agréables, des moments de leur vie où ils vivent des transes spontanées positives. Ceux qui aiment courir, ceux qui aiment nager, ceux qui aiment faire de la musculation, ceux qui aiment faire de l'alpinisme. Vous voyez, des choses plus dynamiques, plus corporelles, plus physiques. Mais les gens qui vont choisir ça, ce sont aussi des gens qui, dans ces moments-là, sont très concentrés, sont très... et se mettent un peu à l'écart du monde. Oui. Je vais encore vous dire que si c'est un peu dans une bulle par rapport à tout ce qui existe dans les autres moments de leur vie. Et là, eh bien, ils sont en quelque sorte en contact avec eux-mêmes, avec leurs valeurs, avec leur vie, avec leurs émotions, avec leurs forces, pour apprendre, pour aller plus loin, pour se dépasser. Et donc souvent les thèmes physiques, ça va être des thèmes d'activité sportive. Et vous voyez, le seul point commun qu'on va chercher dans cette technique, c'est que ce soit quelque chose d'agréable. Bien sûr, je ne vais pas demander à quelqu'un, est-ce que vous pouvez choisir un moment de votre vie où vous êtes en transe spontanée positive? Ce serait trop compliqué. Oui. Mais un moment qui est important pour vous, qui est agréable, dans lequel vous vous êtes senti bien. Et les gens choisissent alors à ce moment-là des moments que nous maintenant on peut qualifier tous les deux, puisqu'on comprend mieux les choses, de transe agréable. C'est une technique qu'on va pouvoir améliorer, et comme souvent, en impliquant plus l'organisme, le corps. Puisqu'ici, au départ, cette technique, c'est une technique mentale. Je m'imagine ailleurs. Et elle a beaucoup de vertus, et je l'ai utilisée sous cette forme pendant très très longtemps. Et puis depuis quelques années, j'ai fait un mix avec une technique corporelle que j'utilisais aussi, qui est une technique de respiration. La respiration, c'est le mouvement du corps qui est le plus facilement perceptible. Bon, on pourrait dire que c'est aussi le mouvement, les gestes et la marche, par exemple, mais vous êtes assise chez vous dans votre fauteuil ou dans votre lit, si votre corps est immobile, vous pouvez percevoir le mouvement de votre respiration. C'est plus compliqué de percevoir le mouvement de votre cœur, ça dépend des gens, ou le mouvement de votre tube digestif, vous savez qu'il bouge tout le temps, ou le mouvement des liquides dans votre corps, puisqu'il y a toujours il y a comme des rivières à l'intérieur de l'organisme, mais on ne les perçoit pas. Donc il y a des mouvements. D'ailleurs, et j'aime beaucoup cette phrase que j'avais trouvée dans un musée Léonard de Vinci, je crois que c'est à Blois, et en entrant dans le musée, je vois encore cette plaque accrochée dans un escalier, c'était marqué « Le mouvement, c'est la vie ». Léonard de Vinci. Et voilà une phrase qui m'a porté depuis 20 ans. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement. Ben oui. Les choses qui sont mortes, eh ben, elles sont figées et elles s'arrêtent. Le cœur s'arrête de battre, la respiration s'arrête de bouger. Donc, quand il y a du mouvement, il y a de la vie. Ce qui fait que beaucoup de modèles, hein, de soins invitent les gens à s'intéresser à la respiration. Inviter quelqu'un à s'intéresser à la respiration, c'est inviter quelqu'un à s'intéresser au mouvement. Et c'est implicitement permettre à quelqu'un de recontacter même le flux de la vie à l'intérieur de lui. Donc c'est extrêmement important de s'intéresser à la respiration. Et au mouvement. Et au mouvement. Beaucoup des gens qui sont en souffrance se figent. Je suis tétanisé par la peur. Mais en apnée. Je suis tout bloqué par le stress.
je peux plus bouger par la douleur. Et la souffrance, la maladie, va très vite entraîner de l'immobilité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'est rendu compte que une bonne manière d'aider des gens dans les processus de guérison, quels qu'ils soient, c'est d'inviter les gens à bouger. À aller marcher, à aller courir, à aller nager, ceux qui peuvent. En tout cas, à bouger. Parce que le mouvement, mettre son corps en mouvement, ça va mettre des idées en mouvement, c'est un processus de régénération, le mouvement. Vous savez d'ailleurs que depuis peu de temps, depuis quelques années, à peine 2 ou 3 ans, pour certains types de pathologies, pour certains types de patients, la sécurité finance des séances de sport. Vous voyez à quel point on a pris conscience de l'importance du mouvement. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est dans une maladie corporelle ou mentale. Enfin, il n'y a rien de pire. C'est une mesure de protection élémentaire que chacun peut adopter, mais de rester enfermé chez soi, de s'isoler, de ne plus bouger dans sa chambre, après dans son lit. Et parce que rien ne bouge plus. Et si rien ne bouge plus, eh bien, il est difficile de mettre en route des facteurs d'amélioration, de guérison, qui vont accompagner les autres traitements. Et ça, c'est assez nouveau quand même, comme pratique. Par exemple, dans l'arthrose, dans le temps, on disait, les gens qui avaient de l'arthrose, on leur disait « reposez-vous ». Oui. Maintenant, on leur dit « bougez ». Oui. Pendant très très longtemps, on a préconisé l'immobilité. Oui, le repos. L'immobilité. Par exemple, j'ai eu plusieurs entorses de cheville il y a très longtemps. Ah oui. Eh bien, j'en ai eu 3. Les 2 premières, on m'a mis des bottes plâtrées pendant plusieurs semaines. Donc, immobilité de la cheville. D'ailleurs, ça a des vertus curatives, certaines. Sauf que, eh bien, pendant plusieurs semaines, la cheville ne bouge plus, les muscles ne bougent plus, les ligaments ne bougent plus, le flux sanguin est différent, les flux neurologiques sont perturbés. Alors, ça permet à la cheville de se reposer, de se reconstituer, très bien, et très bien. Donc, ça a été utilisé très longtemps. Mais ensuite, lorsque la botte plâtrée est tombée, il faut faire une longue rééducation pour récupérer ce que savait faire la cheville avant, c'est-à-dire s'adapter au terrain mouvement, au terrain inégaux, avoir de nouveau la souplesse, la force. On avait parlé d'épaule tout à l'heure, on retrouve ici une cheville. Mais c'était un dogme. Le podcast Hypnose et Santé est une création Émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.